donc on a par exemple le témoignage de la tante du petit Ethan, le français, qui était bouleversant, qui était de longues minutes où elle racontait ce que son neveu avait vécu en captivité. Donc on a ce genre de témoignages qui quand même touchent l'opinion publique internationale et puis j'en appelle à l'intelligence de chacun. Lorsque vous voyez des personnes âgées, parce qu'on a des personnes âgées, sortir de captivité, comment on peut penser que le Hamas sont des grands humanistes? Lorsque vous voyez ces petits-enfants, qui ont été plus de 5 jours otages, à quel moment on peut se dire, tiens, le Hamas, c'est des résistants? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Julien Baloul. Julien, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On peut parler de vous comme d'un influenceur majeur, on va dire, dans les réseaux sociaux israéliens, en particulier sur Twitter, mais sur d'autres réseaux également. Je voudrais vous solliciter pour avoir votre impression concernant l'image de l'État d'Israël aujourd'hui. Ça avait commencé bien entendu avec beaucoup de sympathie, mais très rapidement la sympathie de la communauté internationale, surtout même dans les démocraties, est passée, on va dire grosso modo, entre les mains elle a été dirigée vers les civils palestiniens de la bande de Gaza. Est-ce que aujourd'hui, après ce qui s'est passé ces dernières soirées, les 6 dernières vagues donc de libération d'otages, des femmes, des enfants, est-ce que cela a quelque peu modifié à nouveau la perception de l'opinion publique internationale concernant ce conflit et lui a redonné un peu plus, on va dire, de capital sympathie à Israël après ces images-là? Le problème, c'est qu'on fait face aussi à une propagande islamiste qui est très efficace, qui est particulièrement vicieuse, qui essaie de montrer les terroristes du Hamas comme des gens qui étaient humains, qui ont pris soin des otages. On voit ces images, ces scènes quotidiennes où les otages sont obligés de sourire devant la caméra, de faire coucou comme ça, au revoir, merci pour tout, comme s'ils repartaient du Club Med, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, les caméras israéliennes ont réussi à capter ce moment où on entend les terroristes du Hamas dire aux terroristes « Faites coucou à la caméra, faites coucou à la caméra ». Une belle mise en scène dont les grands régimes totalitaires du XXe siècle ont le secret. Donc on fait face à ça. Et on le voit sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui mettent une photo d'une otage israélienne en train de sourire, on sait qu'elle est obligée, et qui mettent à côté une photo d'un prisonnier palestinien libéré qui serait triste et qui dirait « Regardez, les otages israéliens sont bien traités par rapport aux prisonniers palestiniens, etc. etc. » Donc il y a cette propagande islamiste qui est monstrueuse. Je rappelle que d'ailleurs, quand au début du conflit, ils avaient libéré 2 femmes âgées pour cause humanitaire, on avait dit, vous voyez, il faut l'humanitaire. Je dis oui, ils les ont aussi battus, tué leur mari, brûlé leur maison. Donc, ceux qui veulent écouter la propagande islamiste, et elle est très présente également en français, via des médias comme AJ+, via ce genre de personnes, de Rima Hassan, etc., qui reprennent toute cette propagande. D'un autre côté, la plupart des médias français, traditionnels, que ce soit la presse, télé, etc., le Parisien, BFM, TF1, etc., peu importe, rapportent les témoignages, les rares témoignages qu'on a de ceux qui ont été en captivité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages, parce que vous savez que l'armée ne veut pas que ça fuite dans la presse, parce qu'il peut y avoir des informations qui mettent en danger ceux qui sont encore en captivité. Et donc on a, par exemple, le témoignage de la tante du petit Ethan, le français, qui était bouleversant, qui était de longues minutes où elle racontait ce que son neveu avait vécu en captivité. Donc on a ce genre de témoignages qui quand même touchent l'opinion publique internationale et puis j'en appelle à l'intelligence de chacun. Lorsque vous voyez des personnes âgées, parce qu'on a des personnes âgées, sortir de captivité, comment on peut penser que le Hamas sont des grands humanistes? Lorsque vous voyez ces petits-enfants qui ont été plus de 5 jours otages, à quel moment on peut se dire, tiens, le Hamas, c'est des résistants? Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, le problème c'est que sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de dramatique qui se passe au niveau de la propagande islamiste. On l'a vu d'ailleurs aussi aux États-Unis, avec la réhabilitation de Ben Laden. Et voilà. Alors, comment on fait face? Comment vous essayez de faire face à cette propagande anti-israélienne? Quels sont est-ce qu'il y a une recette miracle pour essayer de faire passer plus correctement un message? Et j'avoue que vous avez une longue expérience. Vous avez été porte-parole de l'armée israélienne. Vous avez une longue expérience journalistique et de communication. Mais est-ce que finalement la contribution d'amateurs, on va dire,
et bienvenue sur les réseaux sociaux, parce qu'on en voit des amateurs aussi, on voit de ceux qui finalement, avec un certain bagou, arrivent à faire passer certains messages. Est-ce que ça aide aussi? Oui, ça aide, bien sûr. En fait, ce qui aide, c'est les témoignages de la vie du quotidien. Je vais revenir au cas des otages dans un instant plus tard, mais si on prend le cas de la vie des civils pendant la guerre, d'accord, au niveau des attentats ou au niveau de la vie sous les roquettes. Une des raisons pour laquelle je me prends autant de trolls dans la figure, c'est que régulièrement, je racontais tout simplement mon quotidien sur Twitter. J'explique, voilà, il y a eu une sirène, on a été réveillés, j'ai pris ma fille dans les bras, on est descendu aux abris. Et c'est un témoignage tout simple, banal. Il y en a des millions comme ça en Israël, mais ça montre, c'est plus un chiffre, c'est plus une statistique, c'est quelque chose de réel. Mmh. Et il y a eu une période sur les réseaux sociaux où il y a eu des trolls qui sont allés fabriquer des faux articles de presse dans Voici, en disant en m'inventant un divorce avec un homme d'affaires italien inexistant, et comme quoi la justice m'aurait confisqué mes filles. Pourquoi ils faisaient ça? Pour ensuite discréditer tous mes témoignages lorsque je parlais de mon témoignage de père avec mes enfants pendant la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les témoignages. Ce que vous dites là, c'est que ça fait partie d'un plan extrêmement structuré, on va dire des opposants à Israël, on va dire que ce soit des Palestiniens ou d'autres, on va dire d'autres consortiums qui sont capables, par exemple, de cibler chacun des influenceurs qui sont favorables à Israël. Oui, mais de manière générale, ils tentent de discréditer et de jeter le doute sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on fait, sur nos propres existences. Donc, ils jettent le doute sur les crimes du 7 octobre, mais pas que. Là, je vous ai dit mon cas, mais je vais vous donner un cas qui est bien plus dramatique, parce que le mien est comique, mais il y a une photo d'un jeune Israélien qui s'appelle Keshet, qui avait 21 ans, qui a été tué au festival de musique Nova. Et il y a cette belle photo où il a une chevelure blonde, il a un peu un visage d'un ange, la photo visiblement a été un peu retouchée pour qu'elle soit esthétique, mais la photo est réelle et le jeune homme est réel. Et j'avais vu cette photo sur Facebook et je l'ai postée sur Twitter. Et j'avais cité une chanson de Shlomo Artzi en disant, Shlomo Artzi qui dit « J'irai danser avec des soldats morts dans le cœur ». Et je disais la prochaine fois que j'irai à une fête, je penserai à ce jeune Keshet qui a été tué. Et je la poste sur Twitter et je reviens quelques heures après et je vois qu'il y a des milliers et des milliers de commentaires sur cette photo. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je regarde en dessous et il y a une tonne de personnes qui disent c'est une fausse photo créée par de l'intelligence artificielle, preuve à l'appui, etc. Moi, sur le coup, je me dis ça se trouve moi-même je me suis fait avoir, donc je cherche l'existence de ce jeune Keshet, je la trouve en 3 secondes et je vois qu'il existe réellement et qu'il y a plein d'autres photos et on voit bien que c'est lui. Sauf que ils sont allés jusqu'à nier l'existence de ce mort pour dire on ment, même leurs morts sont faux, les meurtres sont faux, les victimes sont fausses, les viols sont faux, les kidnappings, ceux qui ont été tués par des hélicoptères de l'armée israélienne, parce qu'il y a eu aussi ça, ils inventent des citations de la presse israélienne en disant voilà c'est Israël qui a tout fait, donc ils nient tout. Donc c'est là. C'est là-dessus et on le voit vraiment par rapport donc à la vie des civils. Et vous posez tout à l'heure la question de savoir est-ce que c'est efficace, c'est l'initiative privée, etc. Nous, une des choses qu'on fait et on avait parlé ensemble, je pense dans le passé, c'est qu'on a créé une page sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, etc. qui rassemble des témoignages des survivants israéliens du 7 octobre. Et depuis donc quelque temps, on partage également des témoignages de proches des otages qui ont été sauvés. Et c'est important parce qu'ils disent des mots qui sont des témoignages pour l'histoire et donc on les diffuse au maximum pour que les gens entendent, mais ceux qui veulent entendre évidemment. Oui, parce que effectivement, il y a un problème. Ceux qui ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre quelles que puissent être les situations qui sont décrites, c'est-à-dire ils font montre de mauvaise volonté, on ne peut rien faire contre des gens qui sont animés par une haine d'Israël, une haine viscérale ou qui ne veulent absolument pas entendre la vérité. Finalement, est-ce que c'est pas peine perdue d'essayer de se focaliser sur certains de ces publics-là? Non, on se focalise pas sur ceux qui de toute façon nous haïssent, on se focalise sur ceux qui a priori n'ont pas d'opinion et qui ont envie de savoir simplement, ils ont envie de s'informer, ils ont envie de et puis aussi, enfin vous le savez. Moi, je me souviens toujours de quand j'étais dans mon service militaire en 2012-2013, lorsqu'on a créé toutes les plateformes de Tsahal en français. Donc à la poste, on a créé le site de Tsahal en français, on a créé Facebook, on a créé Twitter, YouTube, et je me souviens qu'on avait cette ligne. C'était on parle à tout le monde et on ne méprise aucun média, du plus petit au plus grand. Et vous savez, certains
ont tendance à vouloir, par exemple, dire il faut s'adresser qu'aux grands médias, qu'aux grands médias internationaux. La communauté juive, c'est pas suffisant, c'est petit. De toute façon, ils nous aiment déjà, etc. Ouais. Nous, on disait non. Il y a des gens qui nous aiment. Peu importe si sont de la communauté juive ou pas. Peu importe si c'est un grand, c'est un petit média. C'est un média communautaire, c'est pas un média communautaire. On leur parle. Et c'est des gens qui nous aiment, qui veulent s'informer. Il n'y a pas de raison de pas leur parler et de leur donner les informations qu'ils ont envie d'entendre, alors que c'est des gens qui nous aiment et qui veulent nous soutenir. Donc, on parle à ceux qui nous aiment et on parle à ceux qui n'ont aucune opinion sur la question et ont envie d'écouter ou de savoir. Alors oui, effectivement. Alors je voudrais terminer sur notre petit entretien sur cet éditorial, ce portrait qu'a fait de vous le Figaro. C'est assez impressionnant tout de même, en pleine guerre. Donc le Figaro vous consacre un portrait en parlant de vous comme d'un influenceur autonome, hein, si je ne m'abuse, la voix libre sur les réseaux d'Israël, sur les réseaux sociaux en Israël, une voix libre d'Israël. C'est assez flatteur. Finalement, est-ce que pour vous c'est une forme de consécration? J'avoue d'avoir été ému lorsqu'on m'a proposé ce portrait. Je vais vous dire en quoi est-ce que ça m'a touché. C'est parce que donc Daniel, on se connaît depuis, je crois, 2008-2009. Ouais. On se connaît depuis très longtemps. Et j'ai fait 5 ans I24 où j'étais journaliste. Donc j'avais un titre entre guillemets. Et j'étais ensuite porte-parole réserviste de salle, donc j'avais un titre, si vous voulez, pour m'exprimer. Ouais. Mais depuis, je m'exprime en mon nom à moi. Et je ne représente ni le gouvernement, ni l'armée, ni un média. Et le fait que d'arriver encore, même en étant une simple personne privée autonome, à avoir un impact, à diffuser des messages, à être entendu au point que les filles me citent dans leurs interviews dans les médias et au point de pouvoir encore m'exprimer aujourd'hui, et ben ça donne une certaine satisfaction, ça donne le sentiment d'être utile et de pouvoir contribuer d'une manière ou l'autre à l'État. Vous savez, au bout du compte, nous tous on cherche juste à être utile. Tout ce que je cherche, c'est être utile à mon pays, à servir mon pays d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai servi en uniforme, maintenant je le sers en tant que civil. Je veux être utile aux Français qui veulent s'informer. Je veux être utile à la défense des civils d'Israël qui sont sous les bombes, à défendre également les soldats de Tsahal lorsqu'ils sont injustement attaqués, etc., etc. Donc, je cherche à être utile. Et oui, c'était touchant pour moi de voir que ça a un certain impact, alors que je suis qu'une personne privée qui a un vrai travail à côté. Je suis au bureau actuellement, qui a un vrai travail, tout ce qui est le plus classique. Alors, ça sera vraiment ma dernière question. Parmi les milliers de réactions que vous avez recueillies à vos différents postes, est-ce que vous pouvez nous en citer un ou deux qui vous ont particulièrement ému pendant cette période, ces 2 mois extrêmement douloureux? Oui, il y a beaucoup de réactions. Il y a 2 types de réactions. Il y a la réaction où j'ai envie de dire où j'ai été utile parce que j'ai reçu des appels privés de personnes hautes placées dans différentes sphères politiques, médiatiques, etc., etc. Et donc j'avais le sentiment d'être utile à quelque chose. Mais j'ai reçu un appel cette semaine ou la semaine dernière. Je ne sais pas si je peux dire son prénom, mais c'est une femme qui est en France, qui avait de la famille à Kfar Aza. Mm-hmm. Donc, on peut imaginer ce qui s'est passé à Kfar Aza le 7 octobre. Mm-hmm. Et moi, si vous voulez, quand je tweete en français sur Ashdod, Netanya, etc., je fais toujours très attention parce qu'il y a des Français et si je me trompe, ça peut avoir un impact. Mais c'est vrai que sur Kfar Aza, je ne me doutais pas forcément qu'il y a des Français. Et donc, le samedi 7 octobre, j'ai tweeté une masse de tweets à en avoir mal à la main. Et cette jeune femme qui a perdu la famille le 7 octobre et qui ne parle pas hébreu et qui est à Paris, récemment m'a téléphoné et m'a dit que le 7 octobre, j'étais sa seule source d'information parce qu'elle ne parle pas hébreu et qu'elle entrait sur mon compte Twitter en permanence pour avoir des informations et des nouvelles, et qu'elle me remercie beaucoup parce que j'avais été grandement utile. Et j'ai été extrêmement touché, j'avais les larmes aux yeux en l'écoutant parce qu'elle a perdu beaucoup de gens de sa famille. Et c'est vrai que quand j'ai tweet, je pense pas forcément à ça, je pense pas forcément je suis en train d'informer quelqu'un, je le fais parce que ça me semble important, mais quand on reçoit ce genre de témoignages, on se dit, il faut continuer. Il y a des gens ça aide des gens.
Voilà, effectivement, ça aide des gens, ça aide beaucoup de gens, effectivement. Merci beaucoup, Julien Valloul, de nous avoir donc fait partager en tout cas vos sentiments sur la bataille médiatique que mène l'État d'Israël d'une certaine manière, avec les objets, on va dire, avec les officiels et on va dire avec des gens comme vous qui, sur le plan individuel, eh bien, font passer également le message d'Israël et le message de la réalité israélienne telle que nous la vivons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.